Dans l'émission L'Ouverture, des invités de tous bords livrent leurs passions, leurs suggestions, leurs actions pour nous permettre de trouver, retrouver ou augmenter notre potentiel. Depuis Anse Bertrand, sur Méga FM Guadeloupe 88.9 et sur le net megafmguadeloupe.com, le mercredi à 15h, un mercredi sur deux, l'émission L'Ouverture, l'émission des ondes stimulantes et des nouveaux horizons. Auditeurs de Méga FM, bien bonjour, Laurence avec vous cet après-midi, heureuse de vous retrouver après un mois je crois, ça fait bien un mois qu'on ne s'est pas entendu, et bien je suis heureuse de passer l'après-midi avec vous sur l'antenne de Méga FM, la fréquence du Nord. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur le 88.9 et vous pouvez aussi nous écouter via Internet sur le site de Méga FM qui s'appelle megafmguadeloupe.com et vous pouvez, c'est vrai que cet après-midi il n'y aura pas d'interaction puisque notre invité est au bout du fil, pardon. Il n'a pas pu, vous savez certainement pourquoi, il n'a pas pu arriver jusqu'au studio. Moi j'ai eu de la chance, hein. J'ai pu arriver jusqu'à Anse Bertrand et j'en suis bien heureuse. Et voilà, c'est vrai. Nous sommes dans une période tourmentée. On regarde les nouvelles. On n'est pas tellement optimiste et nous nous sommes dit dans l'émission L'Ouverture cet après-midi, eh bien, nous allons vous changer les idées. Nous allons résolument vous donner envie de regarder vers l'avenir de notre pays, faire en sorte d'arrêter de nous imaginer que tout est sombre. Et pour cela, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir cet après-midi Monsieur Gérald Bougré. Gérald Bougré qui, effectivement, a déjà présenté sa version et sa vision de l'économie pour la Guadeloupe sur les antennes de Méga FM. Mais cet après-midi, nous allons tâcher de l'écouter et de l'interroger pour qu'il nous ouvre des horizons un peu plus lumineux. Gérald Bougré, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour Madame Marival, ça va très bien. Bonjour la Guadeloupe. Merci à vous d'avoir accepté de passer l'après-midi, enfin en tout cas les 2 prochaines heures avec nous. Et je suis vraiment heureuse de vous avoir. Eh bien, à chaud comme ça, avant que nous passions à des présentations pour les quelques personnes qui ne vous connaissent pas, parce que je pense qu'on vous connaît quand même très bien en Guadeloupe, comment vous vous sentez là dans cette situation actuelle là en Guadeloupe ? Comment je me sens plutôt déçu parce que j'ai entendu et parce que je vois, parce que il y a une partie de la réalité que malheureusement, encore une fois, j'ai déjà eu l'occasion de le dire et de le répéter. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes, certaines catégories professionnelles, etc., ne parlent pas ne veulent parler que du côté négatif des choses la plupart du temps. Et quand elles parlent un petit peu d'autres choses qui sont possibles, c'est vraiment de manière très 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 rapide. Okay, et on n'a pas le temps et on ne sait pas que la Guadeloupe est bien loin d'être ce que l'on croit par ailleurs, et de ce qu'on fait, parce que malheureusement les gens ne s'en rendent pas compte, mais sur tous les réseaux sociaux, c'est tous les journaux qui passent, on voit qu'une chose, que la plupart du temps la Guadeloupe, au travers maintenant d'un prisme qui est celui des incendies, celui des cassages divers et variés et autres, alors que notre chère Guadeloupe mérite bien mieux que ça, même si je peux comprendre que excédé par certaines misères sociales, à un certain niveau, par rapport à certaines catégories de gens démunis, les jeunes peuvent avoir tendance et peuvent avoir envie d'aller dans des mauvaises directions, en tout cas de s'exprimer de cette manière-là. Et alors que si ceux qui sont positionnés là où il faut faisaient ce qu'il faut, moi je vous assure que les Guadeloupéens, notamment les jeunes, ne seraient pas dans cette dynamique-là. Et je peux encore une fois, je le dis à chaque fois, mais personne ne l'entend ou très peu de personnes,
je peux le prouver par A plus B. C'est pas quelque chose que je dis comme ça en l'air, histoire pour faire le buzz comme dirait l'autre. C'est quelque chose de très concret, très précis. On aura l'occasion d'en reparler. Mais il y a déjà des jeunes Guadeloupéens qui sont à l'extérieur, qui sont en intramuros, qui sont déjà dans la dynamique de réalisation, de la continuité de la réalisation de ce dont on avait parlé. On leur avait dit à plusieurs reprises que présenter quelques éléments du projet global qui est positionné et qui s'appuie sur l'exploitation en mode coopératif, associatif et solidaire. Mais justement, je vous coupe un petit peu juste pour vous dire que ne vous inquiétez pas, on va aller explorer tout ça cet après-midi parce que c'est vrai que vous en avez déjà parlé sur Méga FM, mais on va débroussailler tout ça, vous poser toutes les questions pour que tous ceux qui n'ont pas encore entendu parler de votre projet et de votre vision, eh bien puissent se faire une idée précise cet après-midi. Excusez-moi de vous interrompre, ce n'est pas mon projet. Hein. Ah ben oui, maintenant aujourd'hui, c'est le projet des Guadeloupéens, puisque les jeunes de Guadeloupe sont déjà dans la dynamique, ils se l'approprient de plus en plus. Moi, j'ai initialisé, j'ai positionné, j'ai fait le travail qui va bien. Mais voilà, c'est en ça que je dis votre projet pour aller plus vite, sachant que c'est une idée. Vous avez eu l'idée en premier et vous avez certainement su fédérer les personnes. Alors, pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir cette économie participative, Monsieur Bougré, à l'heure actuelle, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont vos casquettes, en fait? Voilà. Mes casquettes. Voilà, c'est-à-dire que vous avez un long parcours. Et, qu'est-ce que ça vous donne comme casquette à l'heure actuelle, si vous deviez vous présenter en quelques mots? Je dis toujours promoteur, inventeur, et voilà, c'est tout. D'accord, c'est vite résumé. Hein. Ah ouais, c'est ce que je vous dis. Il n'y a pas 36 000. En résumé, en exécutif, comme on a l'habitude de dire, je suis promoteur, inventeur. À la limite, on peut dire porteur de projet si... pour que d'autres personnes comprennent un petit peu mieux, mais je suis dans une phase de matérialisation de tout le travail de recherche-développement appliqué que j'ai fait ces 20 dernières années sur place en Guadeloupe, et c'est tout. Et je ne fais, comme on dit, que restituer concrètement ce que la Guadeloupe m'a appris et donné au mieux de l'intérêt collectif de chacun avec les outils qui existent et qui permettent de le faire. D'accord. Mais en fait, justement, vous parlez, j'ai effectivement entendu dire que vous aviez une longue période de recherche et développement. Alors, dans mon esprit, quand on me parle de recherche et développement, je vois tout de suite un laboratoire, des appareils, etc. Est-ce que ici en Guadeloupe, c'est ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez un laboratoire, tout à fait. un bureau d'études? En tout cas, ça a été aussi ça pendant une époque. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que dans ma méthodologie de fonctionnement, bien évidemment, j'ai une démarche méthodologique de fonctionnement par ailleurs, et j'avais, pour compléter ce travail, commencé depuis, je répète encore une fois, depuis le début des années 2000, c'est pas d'hier, j'étais, à l'UAG, avec le président Pascal Safage, qui m'a d'ailleurs fait un courrier de recommandation que j'ai à disposition et que je peux faire parvenir à qui veut l'entendre. Et j'étais accompagné dans cette démarche spécifique au niveau de l'énergie et de l'électricité par Jean-François Dorville, qui est docteur en mécanique des fluides, et Rudy Galif. Et il y avait effectivement, on a fait plusieurs réunions, plusieurs séances de travail à l'UAG, dans des laboratoires où il y avait un certain nombre de tests et autres qui se faisaient, et en plus de tout ce que je faisais sur le terrain, par ailleurs, avec les acteurs majeurs du secteur de l'énergie et de l'électricité. Tout à fait. Ben justement, mais moi ça m'intéresse bien de comprendre, puisque vous avez, quand vous donnez-nous un exemple de test qu'on fait sur le terrain, puisque nous savons que votre domaine, c'est la géothermie. Non, attendez. Non, mais c'est bon, je me suis posé cette question. Que je vous explique. Bon, après le parcours professionnel que j'ai fait, je suis arrivé ici et j'ai choisi, après avoir revendu mes actions dans une société que j'avais montée, enfin que le CEA, le commissaire à l'énergie atomique, était venu me chercher pour pouvoir les aider à monter une structure d'informatique de très haut niveau à Paris. J'avais revendu mes actions et ensuite je suis venu ici pour faire la recherche développement appliquée dans un domaine qui me semblerait assez porteur pour restituer en fait ce que j'avais appris, et je me suis organisé, structuré pour cela, parce que j'avais intuité que le couplage
des logiciels et de l'électronique de puissance sur les réseaux électriques allait donner naissance à autre chose que ce qu'on connaissait jusque-là, notamment les réseaux électriques intelligents, ce qu'on appelle les smart grids. Okay. Et pour ce faire, comme je vous l'ai dit, je travaille avec Méthode. Je vais voir avec les personnes qui sont les acteurs majeurs du domaine de l'énergie, comme EDF, comme Norelec Guadeloupe, comme est devenu Eiffage Antilles-Guyane et autres, d'un côté, pour avoir la connaissance pratique, des données pratiques sur le terrain, des problèmes qui arrivent, parce qu'on ne l'imagine pas, on ne le voit parce qu'on ne le voit pas. Mais croyez-moi, c'est pas comme un cyclone, quand ça passe, on voit les effets tout de suite, mais quand un réseau électrique dysfonctionne à un certain niveau, on connaît les blackouts, mais pour que ça ne dysfonctionne pas, il faut qu'il y ait un certain dispositif qui fonctionne de manière très équilibrée, que malheureusement nos compatriotes ne connaissent pas, d'un côté, et je confrontais ces acquis et ces données, parce que en général dans la recherche on utilise beaucoup les données, avec justement Jean-François Dorville et Rudy Calif, qui travaillaient déjà sur les énergies fatales, parce que EDF les appelle énergies fatales, que sont le solaire photovoltaïque et l'éolien. Alors bon, ça va être peut-être un petit peu technique, mais il faut que les gens savent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, on a le soleil, on a Akibité, on a le vent, on a tout. Oui, ça c'est sûr. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le soleil et le vent, à un moment donné, vous n'en avez pas. La nuit, vous n'en avez pas. À un moment donné, vous n'avez pas de vent. Okay. Et le réseau électrique, vu qu'on n'est pas interconnecté comme en Europe ou dans la grande partie du monde, quand il a besoin, c'est comme ça techniquement, qu'il y ait en permanence l'équilibre entre l'offre et la demande. Si pour une raison ou pour une autre, à un moment donné, il n'y a pas de soleil, vous n'avez pas d'électricité. À un moment donné, il n'y a pas de vent, vous n'avez pas d'électricité. Et si ça arrive sur le réseau, c'est la catastrophe. Et on a même essayé, ces dernières années, d'y rajouter des dispositifs de stockage, mais jusqu'à preuve du contraire, ça ne suffit toujours pas par rapport aux exigences référentielles techniques qu'il faut respecter pour que cet équilibre offre-demande soit en permanence présente. Voilà, donc il faut si vous avez une petite éolienne sur votre maison ou dans une cour ou quelques éléments de solar photovoltaïque pour les bâtiments, des trucs comme ça, ça ira pas jusque là. Mais si au-delà d'une certaine puissance, le solar photovoltaïque et l'éolien ne correspondent pas aux besoins, même avec du stockage, aux besoins de fonctionnement en sécurité des réseaux électriques des zones non interconnectées. Est-ce que je dis là, je peux le prouver, je peux fournir les documents, les éléments qui vont bien, etc. Et c'est là que, malheureusement, je ne sais pas pourquoi les Guadeloupéens ne sont pas informés de ça, c'est que nous, on a la chance, bien évidemment, d'avoir du soleil et du vent, mais on a la chance aussi d'avoir d'autres systèmes qui fonctionnent parfaitement bien et qui répondent parfaitement bien aux besoins, aux nécessités techniques pointues du fonctionnement à l'optimum d'un réseau électrique. D'accord. Et pour juste éclairer ma lanterne, lorsque vous parliez tout à l'heure de coupler l'électricité avec l'électronique, est-ce que ça a à voir avec les nouveaux boîtiers qu'on nous installe maintenant, les compteurs qui sont... les compteurs Linky. Voilà, les compteurs qui sont contrôlés, où tout est fait à distance. Est-ce que c'est ce que vous appelez le couplage électronique-électricité? C'est en partie. En partie. C'est une application qui résulte de ce couplage. Okay. Mais c'est surtout, en fait, tous les éléments constituant, formant le réseau électrique tout au long de sa production, de son transport et sa distribution. Il y a des éléments, électromécaniques qui sont souvent pilotés par des logiciels spécifiques. Alors, vous voyez qu'on est rentré dans un aspect technique assez important d'entrée de jeu, mais ma question est de savoir pourquoi, comment vous avez fait pour passer de ce travail, de ces recherches, à l'idée de monter une société qui serait un projet coopératif. Quel est le lien? Puisque je suppose que vous avez en fait finalement plusieurs casquettes qui vous ont fait réunir toutes vos compétences pour arriver à ça. Comment on en arrive à un projet coopératif?
Alors, déjà parce que de base, moi je suis pour le partage. Même quand j'étais plus directement chef d'entreprise à différents niveaux, en France hexagonale et même aux États-Unis pour France Télécom, je suis toujours parti sur l'idée d'avoir à partager le travail qui a réalisé. Déjà, c'est dans ma nature à la base. Okay. Ensuite, il se trouve aussi que le monde a évolué. Ce que beaucoup de nos compatriotes ne se rendent pas compte, notamment sur l'intelligentsia intellectualo, je sais pas trop quoi, de Guadeloupe, c'est que les problèmes sociétaux de tous les secteurs, soit la formation, l'éducation, la pêche, l'agriculture, l'élevage, tout évolue sur Terre. Et le réseau électrique, c'est pareil. Ses composants, ses constituantes, les besoins des consommateurs, etc., etc. Et moi, j'ai eu la chance, vu que je suis un informaticien à la base, je fais la formation à une certaine époque, si vous voulez, on est en permanence dans un secteur donné sur lequel, dès lors qu'on s'y intéresse, à chercher à investiguer, à approfondir, à analyser et pour avancer. En tenant compte des réalités du moment où on fait les choses. Même si on n'oublie pas le passé, mais au moment où on fait les choses pour le présent et pour l'avenir. Ce que beaucoup de gens en Guadeloupe, à un certain niveau, notamment l'intelligentsia, ne font pas. Ils restent souvent enfermés dans un dogmatisme qui leur permet d'échanger, de discuter dans un domaine ou autre, et ils ne se rendent pas compte que le monde autour évolue, change. Et qu'il faut en tenir compte et qu'il faut l'intégrer dans sa pensée de base pour ne jamais être le moins dépassé possible et être toujours en mesure d'apporter une contribution positive dans une action quelle qu'elle soit de par ailleurs. C'est pour ça, entre autres, que la Guadeloupe en est là où elle en est aujourd'hui. C'est qu'on n'objective pas suffisamment et de manière régulière la vie sociétale. Quand je dis ça, c'est-à-dire l'éducation, la formation, la pêche, l'agriculture, l'élevage, etc., etc. Et comme on ne le fait pas, il y a des réalités pour solutionner les problèmes qui existent. Et on s'en aperçoit pas parce que le modèle si vous voulez, d'analyse et de positionnement par rapport au problème, il date d'un certain temps. Mais ça, on le comprend bien. Mais pourquoi est-ce que, moi, je repose ma question, parce que je n'ai pas véritablement entendu la réponse, enfin, en partie. Pourquoi vous tenez absolument à ce que ça soit un projet coopératif? Est-ce que c'est parce que c'est un gros projet? Non. C'est parce que je réponds. C'est pour ça que je vous ai parlé d'évolution. J'ai bien préparé ce que je veux dire là. C'est parce que entre-temps, je vous l'ai dit dès le départ, le monde a changé et par rapport aux problématiques planétaires qui existent aujourd'hui dans le domaine des réductions de gaz à effet de serre, les gouvernements, les ONG et autres ont mis en place, ont étudié les choses d'une certaine manière pour arriver à dire qu'il y a des sociétés, des types de sociétés qu'il faudrait monter, des sociétés coopératives, qui existent déjà depuis très très longtemps. On a vu que dans les domaines comme l'agriculture, il y a souvent des coopératives qui existent et c'est pas d'hier. Et comme le monde aujourd'hui est confronté à un certain nombre de réalités, on a fait en sorte qu'il y ait des sociétés coopératives encore plus, correspondant plus à des réalités, comme celle de l'énergie, comme celle des énergies renouvelables et autres. Aujourd'hui, vous tapez sur votre navigateur énergie partagée, vous allez voir qu'il y a des dizaines, des centaines de citoyens, des milliers de citoyens en France qui se sont mis, l'outil le plus intéressant qu'ils ont trouvé, c'était la coopérative, pour se mettre ensemble, pour voir dans quelle mesure ils pouvaient non seulement contribuer aux objectifs de réduction de gaz à effet de serre de la France et celui du monde indirectement, en se mettant en coopérative. Et même la loi française a évolué dans ce sens-là. Et c'est ce que moi j'avais intuité dès le départ, et qu'il se trouve que mon intuition s'est avérée pertinente, puisqu'aujourd'hui, depuis pas mal de temps, ces coopératives ont évolué, et donc, tout naturellement, je me suis dit que, et comme j'ai une conception du monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, liée au partage, qu'à un moment donné, autant que faire se peut, j'informerai la population guadeloupéenne, comme ça existe en France, comme ça existe ailleurs, qu'il y a des possibilités d'exploiter certaines ressources en mode coopératif, participatif et solidaire. C'est pour ça que d'ailleurs que le concept
de l'économie sociale et solidaire est apparu parce on s'est bien aperçu aussi, et ça je l'avais intuité, que le capitalisme débridé à tout va dans tous les sens possibles et imaginables ne marche plus et a atteint ses limites et qu'il fallait pouvoir proposer complémentairement autre chose. Voilà, je me suis inscrit dans cette dynamique-là dès le départ parce que la situation le permettait, parce que je suis un adepte du partage et parce que l'évolution même de la société allait dans ce sens-là, notamment dans celui de l'exploitation des ressources type énergie renouvelable dont je vous parle. Très bien. Alors, mais quand même dans l'esprit de tout un chacun, un chef d'entreprise, un entrepreneur en tout cas, quand il entreprend un projet, c'est aussi pour faire un profit. C'est au niveau péjoratif du terme. Hein. Là aussi, ça a évolué. Alors, là aussi, ça a évolué. Voilà. Est-ce que maintenant, la nouvelle façon de penser des chefs d'entreprise est finalement de ne pas faire tant de profit que ça? Non, c'est pas. L'histoire du profit, l'idée du profit est toujours présente. Sauf que, comment dirais-je, encore une fois, la loi et les problèmes vécus dans ce temps, on fait évoluer les lois, on fait évoluer tout ce qui est socio-économique, parce qu'on s'est aperçu que l'être humain, au travail, il faut savoir s'en occuper, il faut savoir l'intéresser, il faut savoir le faire évoluer dans le bon sens du terme, et on a même sorti aujourd'hui ce qu'on appelle la responsabilité, les RES, responsabilité d'entreprise sociétale, par rapport à l'environnement, par rapport aux individus, par rapport à un certain nombre de choses. C'était nécessaire et c'est comme cela aujourd'hui. Et tout ce qui contribue à faire en sorte que l'entreprise en elle-même soit la plus respective possible des problématiques environnementales et autres, ça a démarré, ça a pris son essor, et il existe même aujourd'hui des types d'entreprises spécifiques par rapport à cet aspect social dont je vous parle. La loi, vous donne les moyens de créer une société qui doit réaliser un certain profit, mais qui respecte l'environnement, qui respecte l'écologie, qui respecte les êtres humains, etc., etc. Et il y a même d'ailleurs des contraintes qui sont données à certaines entreprises pour que justement on soit sûr qu'elles respectent cela. Le profit est toujours là, mais l'exercice et le développement de l'entreprise ne se fait plus de la même manière. Bien, ça donne des horizons intéressants, alléchants. Mais pour vous, dans combien de temps est-ce que ce projet peut voir le jour? Ce projet a déjà vu le jour. Ah, je suis en retard alors. C'est ce que les gens ne savent pas. C'est vrai que moi je parle de la géothermie en tout cas. Le projet est déjà en cours. Oui, et je vous le répète encore une fois, il n'y a pas que la géothermie. La géothermie est un support. C'est même pas la géothermie, les énergies renouvelables de non intermittents qui ne s'arrêtent pas dans la journée comme le vent et le soleil, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y en a que la Guadeloupe possède, dont la géothermie, mais il n'y a pas que ça. Et dans ma vision et dans mon travail de recherche de développement appliqué, aidé de Norelec Guadeloupe, aidé d'EDF, aidé de l'UAG, etc., et puis bien évidemment, me tenant informé des problématiques sociétales de Guadeloupe socio-économiques, je faisais en sorte que dans ma recherche et dans les solutions que j'apportais, qui correspondaient le plus à la réalité d'aujourd'hui, comment le Guadeloupéen, quelle que soit sa catégorie sociale, aurait les possibilités d'en être informé, d'une part, et ensuite de pouvoir s'impliquer le plus normalement et naturellement possible dans cette logique d'avancer sociétalement parlant, qui est, comme je vous l'ai dit, qui existe déjà en France de manière concrète. Sauf que, au lieu que eux ils s'appuient sur ce qu'ils ont comme ressources, et nous, malheureusement, nos ressources, on les a laissées aux autres. C'est ça le problème. Et moi, ce que je fais, j'essaie de combler ce retard d'information pour que les Guadeloupéens sachent que, non, il y a autre chose qui existe, qui fonctionne, qu'il y a des retours d'expérience et autres. Et nous, on a la chance que dans ces ressources qui sont utilisées par ailleurs pour produire de l'électricité, on en a une
qui a une histoire toute particulière. C'est la géothermie est bien évidemment bouillante, pour lequel les gens, beaucoup de gens ne le savaient pas, a démarré les premiers forages d'exploration pour la phase expérimentale ont démarré en 1962. Mais on y viendra, on va parler un peu plus tard de la géothermie à bouillante, parce que là aussi j'ai des questions à vous poser. Mais pour rester dans l'aspect coopératif, est-ce que ça veut dire que dans parce que ça représente quand même un coût, un investissement financier de développer ce genre de choses. Est-ce que ça veut dire que dans cet investissement, vous n'incluez pas les bailleurs de fonds habituels, l'Europe? Non. Est-ce qu'il ne faudra que des investisseurs privés? Non. Là encore, les choses ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, les problématiques les majeures au niveau de l'humain, elles sont planétaires. Okay? Vous savez qu'aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, tous les reportages le disent partout, les GIEC aussi, comprendre l'intérêt des experts du climat, si on ne réduit pas les gaz à effet de serre, entre autres, les générations qui viennent vont avoir quelques soucis. Okay? Pour ne pas dire plus. Notamment, il faut essayer de voir si les températures globales du globe ne vont pas dépasser, il ne faut pas que ça dépasse plus d'1,5 degré, parce que ça aura des conséquences, comme on le sait, des inondations, des sécheresses pas possibles, enfin bref, des cyclones moins fréquents mais plus violents, et ainsi de suite. Tout ça, ça a déjà été démontré, et malheureusement, on est plutôt sur cette pente-là. Okay? Mais comment dirais-je, les organisations internationales ne nous ont pas attendus. Ils ont, dès lors, en 1987, la première définition du développement durable est apparue, dans laquelle on s'est rendu compte que l'exploitation à outrance des éléments de la nature était incompatible avec le développement industriel sur les bases qu'on connaissait. Et du coup, l'ONU a intégré un certain nombre de travaux à réaliser, qui sont maintenant, pour faire simple, intégrés il y a la conférence de Rio, il y a un certain nombre de choses, mais dans ce qu'on appelle aujourd'hui les 17 objectifs de développement durable, okay, dans lesquels il y a comment faire en sorte pour que l'énergie soit la moins chère, la plus accessible possible partout, le travail des femmes, le travail des enfants, etc. Bref, tout ça, ça a évolué. Mais en même temps qu'on informe régulièrement la population mondiale sous différents aspects, avec les COP, les réunions qui s'est fait en 2015, les accords de Paris, l'ONU s'est bien rendu compte qu'il y a un certain nombre de pays, parmi les 195 qui ont signé les accords de Paris, qui n'allaient pas tous avoir les moyens financiers pour financer justement des investissements qui allaient être colossaux pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ils ont créé en 2009, à la conférence de Copenhague, ce qu'on appelle la finance durable. Et là encore, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le FEDER, le FEADER, le Kibitin Y, c'est spécifique. Il existe aujourd'hui plus de 30 000 fonds d'investissement de la finance durable et plus de 50 000 milliards de dollars qui sont de flux financiers prévus pour aider tous les pays du monde à financer les solutions qu'ils vont trouver pour tenir leurs engagements de réduction de gaz à effet de serre et éviter la catastrophe pour les générations futures. Mais est-ce que ça veut dire aussi que, comme par exemple, quand on fait appel aux fonds européens, il faut quand même avoir une partie amener une partie du financement? Est-ce que là, c'est un financement global? Je vous explique. Aujourd'hui, plus vous avez des solutions pour réduire les gaz à effet de serre, plus vous êtes bien vu, entre guillemets. Okay. Et, comme je l'ai dit, l'ONU connaît bien les problèmes financiers des pays si vous leur mettez des financements, mais pour qu'ils aient ces financements, il faut qu'ils aient d'autres financements, on n'y arrivera pas. Okay. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le FEADER, le FEDER et tout le reste, je ne dis pas ça, c'est pas ça que je dis. Je dis simplement que profitons déjà de ce qui existe et de ce qu'on peut utiliser le plus simplement possible, tout en faisant ce qu'on doit faire au niveau des FEDER et tout le reste avec la région, je ne sais plus trop quoi, sans problème. Mais il existe des choses qui sont là, on fait comme tout le monde, parce que EDF utilise ça, Engie, tous les grands gestionnaires de réseau du monde utilisent ces outils de la finance verte.
D'accord, d'accord. Mais justement, le fait d'être, c'est la question que j'allais vous poser, le fait d'être une région de France, est-ce que ça n'est pas incompatible avec le fait de faire une demande à titre personnel? Non, non, En non, fait. non, non, non. Eh ben, je vous explique encore une fois. Dès lors que vous êtes une structure reconnue, je veux dire une société, que vous n'êtes pas un mafioso ou je ne sais pas trop quoi de par ailleurs, il y a une structure qui est reconnue, que vous avez un projet qui a été validé par votre GRD, ou une structure, comment dirais-je, compétente d'un pays, dans l'espèce, le EDF par exemple, qui est notre gestionnaire de la réseau, qui a validé que votre projet va, parce qu'on fait une évaluation du carbone que vous faites économiser à la collectivité, etc., etc. Vous avez ce projet-là, il est validé par EDF, vous allez sur les marchés financiers internationaux, vous levez les fonds que vous voulez. 100, 200 millions, 300, 500, 1 milliard, etc. Parce qu'ils ont la garantie avec le contrat. Parce que quand vous faites ça, EDF vous signe un contrat d'achat, en général pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Et ainsi de suite. Et ils savent que EDF, c'est une société qui tient la route, que vous allez être payé. Et les investisseurs internationaux, ils ont la mécanique, ils connaissent cette mécanique-là, d'ailleurs qui est comment dire, mise en place par des spécialistes de ce genre de levée de fonds sur les marchés financiers. Et c'est ça que nos compatriotes ne comprennent pas. J'ai déjà dit ça à M. Chalut, j'ai déjà dit ça à tout le monde. Ils ne comprennent pas que les choses ont évolué. Les anciens trucs fonctionnent, il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres choses qui existent, qui sont à notre portée, ils sont accessibles. On ne va pas, je vous dis, tous les gestionnaires de réseau, comment EDF, Engie et toute la bande, ils financent leurs investissements par milliards de par ailleurs. Ben, c'est ce qu'ils font. Eh bien, écoutez, moi je vous propose qu'on fasse une première pause musicale, le temps de vous laisser reprendre votre souffle, parce que on est vraiment tombé dans le vif du sujet. Et justement après ça, je voulais avoir votre regard sur l'économie. J'espère que ce sera une de mes chansons. Alors là, effectivement, j'ai pas pensé. J'aurais dû vous demander si vous aviez un chanteur préféré. Mon chanteur préféré, c'est moi-même. Je suis guitariste de jazz. Ah ben écoutez, désolé. Demandez à Madame de Loire à Petit Canal, vous allez savoir. Mais ne vous inquiétez pas, à la fin de l'émission, on va faire. Je vous avais demandé de me dire combien de casquettes vous aviez. Vous n'avez pas parlé de la casquette de musicien. Vous voyez, vous êtes trop modeste. Alors on revient après ce premier morceau qui est. Attendez, je l'ai noté. Ça va être. Où est-ce que je l'ai noté? Isikenenga, Papé. Voilà. Ok. Écoutez bien les paroles. À tout de suite. Pas de problème. Gérald Bougré, nous sommes de retour. Vous avez pu l'entendre, chers auditeurs, il y a eu une petite inversion. J'avais annoncé Isikenenga, mais c'était encore mieux. C'était Dominique Coco. Et vous voyez, Monsieur Bougré, vous avez eu droit quand même à un peu de guitare. donc voilà. Mon frère, il faut que vous essayiez de voir avant la fin de l'émission, qui retrouve... Monsieur, comment dirais-je, des albums que mon frère a fait, qui s'appelle Rudy Antonin, notamment une chanson qui s'appelle Aimer Césaire. Très bien, je note, et puis vous m'avez dit Rudy Antonin. Tout à fait. D'accord, si on peut vous trouver ça avant la fin, on va vous le passer à la fin, c'est sûr. Aimer Césaire. Alors, pour continuer dans notre lancée de tout à l'heure, je voulais vous demander ce que vous trouvez comme point positif, puis si on voudrait avoir un petit peu votre avis sur l'état économique actuel de la Guadeloupe. Quels sont pour vous les points positifs, parce que j'espère qu'il y en a quand même, et les points négatifs? Les points... Je commencerai par les points négatifs. L'INSEE, je ne vais pas le faire là parce que ça serait embêtant. J'ai envoyé à tous ceux qui font partie pour moi de l'intelligentsia guadeloupéenne, dont M. Chalus et dont ses conseillers. Je fais exprès de faire tenir ça sur une page, parce que beaucoup de gens, quand ils voient les trucs et que c'est long, ils ne veulent pas lire, etc. Dans lequel il y a les tout derniers chiffres de l'INSEE, qui donne les chiffres clés de l'économie guadeloupéenne avant le Covid. Je ne vais même pas parler du Covid et d'après, avant le Covid. Ça tient sur une demi-page et ça donne les chiffres. Dans lequel je ne retiens qu'une seule chose, c'est le chômage des jeunes et tout le reste.
chômage des jeunes extrêmement important, et le fait et qui se matérialise en une seule phrase, la région, le département-région de la Guadeloupe en France est considéré comme le département-région le plus pauvre de France. C'est écrit dans les derniers éléments de l'INSEE. C'est pas moi qui le dis. Donc voilà. Mais en fait, qu'est-ce qui, selon vous, quelles sont les pratiques, je ne parle pas des personnes, mais quelles sont les pratiques qui, selon vous, seraient à l'origine justement de ce chômage élevé des jeunes? Pourquoi? Je me garderais bien de rentrer dans ce détail-là parce que je n'ai fait moi que rentrer dans un certain nombre de documents et d'éléments cadres d'habitude, comme l'INSEE, comme l'autre, ils donnent des statistiques et autres. Par contre, il y a un économiste qui s'appelle Jean-Marie Noll et Jean-Loup Dolto. Eux, ce sont des économistes de formation qui sortent des résumés sur sur les raisons et les causes qui pourraient expliquer cela, qui me paraissent extrêmement pertinents. Et comme eux, ils l'ont déjà fait, moi c'est ce que j'avais en tête, mais ils le résumaient parce qu'ils sont des économistes, ça me parle et j'invite la plupart des gens à aller voir ces résumés exécutifs par rapport à chaque temps fort de cette crise socio-économique qui ne date pas d'aujourd'hui de la Guadeloupe. Voilà. Personnellement, de surcroît, il y a des gens qui savent faire ça très bien. La partie critique des éléments, les causes X, les causes Y, les causes Z. Moi, je préfère, travailler sur les solutions. Bien évidemment, approfondir les raisons pour lesquelles les choses sont comme ça, mais surtout m'axer sur les solutions présentes par rapport au futur. Parce que le passé est ce qu'il est, on ne pourra pas le changer en tant que... Oui, c'est sûr, non, mais c'est aussi pour savoir ce qu'il faut éviter de faire. Parce que nos jeunes sont tels qu'ils sont maintenant parce qu'ils sont passés par un moule par lequel nous tous nous sommes passés. Est-ce que dans ce moule, il n'y aurait pas des éléments qui finalement ne conviennent pas? Encore une fois, je travaille par méthodologie avec une démarche à chaque fois. Qui, pour moi aujourd'hui, déjà, première des choses, aucun être humain sur Terre ne naît délinquant. N'oublions pas, les gens, ils parlent de plein de choses. Il n'y a aucun être humain sur Terre qui naît délinquant. Même Hitler, il n'est pas né comme si... Quand un être humain naît sur Terre, la plupart du temps, il cherche le sein de sa mère ou un biberon. Il ne cherche pas autre chose. Non, mais ça dit tout le reste est lié à un certain nombre de choses que les humains ont mis en place à divers endroits sur Terre, etc. Concernant la Guadeloupe, moi, ce que je dis, c'est que c'est intéressant d'analyser les causes. Mais quelle est la cause qui est la plus, la plus importante par rapport aux autres? Il y a une hiérarchie dans ce domaine-là et dans ces résultats-là qui serait problématique à trouver. Moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, au XXIe siècle, il faut réobjectiver tous les secteurs de vie de la vie sociétale guadeloupéenne. Et pas faire un état des lieux, parce que les gens disent, ouais, on va faire un état des lieux. Mais je dis objectiver, c'est-à-dire approfondir en ayant en clair les outils et les moyens d'aujourd'hui de solutionner, plutôt que de regarder ou d'objectiver avec un dogmatisme, intellectuel ou par parti pris. Et le problème, c'est que on ne peut pas, quand on est un être humain, c'est extrêmement difficile de faire ce travail-là sans parti pris et sans dogmatisme intellectuel. Et ce qu'il fait que vous retrouvez pratiquement le même type de raisonnement, le même type d'analyse, le même type d'approfondissement, quel que soit, parce qu'ils sont tous restés dans quasiment le même moule, enfermés dans le même schéma, avec les mêmes éléments, etc. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'avant de pouvoir tirer une conclusion quelconque, à mon avis, il n'y aura pas qu'une seule conclusion, il y en aura plusieurs. La démarche que je propose et dans laquelle je suis, j'ai fait ça dans tous les domaines. Objectiver le passé, bien évidemment, parce que le présent dépend du passé, mais surtout s'astreindre à une discipline qui consiste à regarder le problème ou les problèmes en tenant compte du fait qu'on est au XXIe siècle et pas au XVIIIe, au XIXe, au je ne sais plus trop quoi, etc. Je vais vous prendre un exemple bien précis.
Un enfant, nous on a appris, on est devenu ce qu'on est devenu, scolairement parlant, voire adulte, en s'appuyant sur des livres. Aujourd'hui, aller demander à un enfant qui a un cours élémentaire, cours préparatoire, etc., d'utiliser les livres pour apprendre ses leçons. Il va vous dire oui, il va vous dire oui pour vous faire plaisir, mais dès que vous aurez le dos tourné, il va être sur sa tablette. Voilà. Et moi, ce que je dis, je ne suis pas présomptueux pour comment dirais-je, pour rentrer dans des schémas politico-politiques ou je ne sais trop. Je dis, objectivons la formation, l'éducation, la pêche, l'agriculture, l'élevage, tous les éléments qui constituent la santé, l'énergie, en regardant les réalités du XXIe siècle. Même s'il y a un certain nombre d'éléments du passé qui constituent le présent, mais le faire sur ces bases-là et pas l'inverse. Parce que sinon, qu'est-ce qui se fait? Eh bien, on retombe dans les schémas, traditionnels qui ont pour effet, par exemple, qu'aujourd'hui, on est considéré comme le département-région le plus pauvre de France, alors qu'on dispose d'une des richesses que le monde entier cherche. Exactement. Que le monde entier cherche. Et je peux vous le dire de manière concrète. J'ai été appelé par tous les investisseurs du monde suisse, belge, enfin bref, etc. Okay, et ils connaissent tous géothermie bouillante. Voilà, c'est ce que je répète ça à plusieurs reprises, mais c'est ça. Et donc, ça veut dire, c'est par rapport à l'énergie, mais quand on pousse un peu plus loin, ça peut vouloir dire aussi que dans tous les domaines, on connaît ce qu'on connaît par rapport au fait qu'on vit là, mais est-ce que les gens venant de l'extérieur ou d'autres personnes avec une autre vision, sur d'autres bases, dans d'autres conditions, vont interpréter les problèmes qu'on a ou vont trouver les solutions qu'on a sur les mêmes bases, dans les mêmes conditions? Ce qui sous-entend pour vous qu'en fait, nous devons trouver nos propres solutions parce que nous sommes ceux qui sont les mieux placés pour nous analyser, si j'ai bien compris. Ça, c'est sûr et certain. Alors, peut-être pas dans tous les domaines, il faut compléter avec ce qui vient de l'extérieur aussi à certains moments, parce que le monde est ce qu'il est, parce que justement, à un moment donné, certains ont cherché l'ouverture, ont allé chercher sur une autre dans d'autres pays, et ont réussi à trouver les bons équilibres, enfin, dans la plupart des domaines, pour faire en sorte que le monde, il est celui d'aujourd'hui, un monde plutôt ouvert et plutôt allant dans un certain sens, pas toujours obligatoirement évident, mais le monde est plutôt ouvert et on sait à peu près ce qui se passe du pôle Nord au pôle Sud, en passant par sur la planète tout entière, quoi, avec les outils qui existent aujourd'hui. Alors, effectivement, là, nous avons parlé de ce qui est moins bien, mais quels atouts, selon vous, est-ce que nous avons et sur quoi nous pouvons nous appuyer, justement, pour pouvoir développer l'économie telle que vous la concevez? Alors, déjà, il est un fait inéluctable, un fait, je dirais, qui est reconnu tout le monde, ou presque, c'est que la possession en tout cas le fait d'avoir des moyens financiers, vous permettent de faire pratiquement tout ce que vous voulez sur Terre. C'est un fait. Ça, c'est sûr. Plus vous en avez, plus vous pouvez faire un certain nombre de choses. Je ne pense pas qu'on va pouvoir changer ça. Même si on change la monnaie telle qu'on la connaît sous forme de pièces, sous forme de billets et autres, par la crypto, par tout ce qu'on veut, ça reste qu'il faut à un moment donné échanger un bien par rapport à un autre en payant, et en payant, on utilise la monnaie. Okay. Mais ceci étant, comment dirais-je, on ne peut pas changer ça. Il y a des gens qui parlent, encore une fois, par parti pris ou par dogmatisme, vont inventer toutes sortes de choses. Ça existe, c'est comme ça que c'est. On peut l'améliorer, comment dirais-je, les choses, mais cette base-là, on ne peut pas la changer comme ça. Et la chance qu'on a, c'est que les moyens ou les ressources qui permettent d'en avoir en quantité, suffisante, voire plus, Dieu nous l'a donné. Et de surcroît, non seulement Dieu nous l'a donné, mais Dieu a mis la planète, enfin pas Dieu, mais la planète évolue de telle sorte que on a besoin d'une ou de plusieurs de nos ressources, enfin pour ce qu'on dispose dans notre sous-sol et dans la mer par exemple, peut nous permettre d'en produire une certaine quantité,
Okay. Et un autre élément fondamental qui rejoint l'économie sociale et solidaire, c'est le fait de pouvoir non seulement exploiter ces ressources de la manière la plus équilibrée possible, mais surtout en respectant la biodiversité et autres, mais surtout d'être capable de redistribuer cette richesse monétaire ou autre, mais de la redistribuer. Et c'est ce qui fait aussi la nature et ce qui correspond pour moi à l'équilibre que le monde devra, d'une manière ou d'une autre, intégrer. C'est celle du fait qu'on ne peut pas aller exploiter dans un coin donné sur Terre, avec des barrières partout, avec des grillages partout, etc., une ressource sur un territoire, quel qu'il soit, et que les habitants du territoire, les autochtones, ils sont en train de mourir de faim. Mais justement, moi, j'aimerais bien avoir votre avis sur cet aspect humain, parce que le modèle économique que vous proposez, là, comment dirais-je, cette coopération, ce partage, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même un travail à faire sur, je ne parle pas de la mentalité guadeloupéenne, hein, je parle de la mentalité humaine même. Est-ce que vous pensez que c'est un modèle par rapport à ce que nous avons l'habitude de vivre en tant que région de France? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un chemin quand même à parcourir pour mettre ça dans les esprits? De toute manière, on n'a pas le choix. Parce que vous le voyez bien, de par tous les événements socio-économiques en Guadeloupe et par ailleurs, bon, je ne parle pas de la crise sanitaire, c'est encore autre chose, mais on voit bien que les choses ont tellement évolué de telle sorte que lorsqu'on n'est pas au plus près des réalités de fonctionnement d'un territoire, que ce soit la santé, l'eau, l'énergie, machin, etc., on se trouve souvent déconnecté avec tous les problèmes que ça peut entraîner lorsqu'il s'agit de trouver des solutions par rapport à une problématique qu'il y a sur un territoire donné. Donc, d'une manière ou d'une autre, la proximité de décision, la proximité de choix, la proximité d'échange et autres pour pouvoir régler un problème quel qu'il soit, devient de plus en plus flagrante. Et de toute manière, on ne pourra pas reculer puisqu'on est déjà dans cette dynamique-là. Ne serait-ce que par le fait que quand vous prenez un téléphone portable, quand vous prenez un ordinateur et autres, vous pouvez être n'importe quel endroit, enfin, ou presque du monde, okay, vous avez le téléphone portable, vous êtes, même si vous n'êtes pas en Tunisie ou vous n'êtes pas en Algérie ou vous n'êtes pas en Russie, etc., si vous vous débrouillez bien, vous pouvez avoir des informations qui sont en Russie, qui sont en Norvège, en Suisse, etc., à votre portée de vue immédiatement sur votre téléphone portable. Et ça suppose que les problématiques, la gestion des solutions par rapport à certaines problématiques sont devenues, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas d'ailleurs, avec souvent des dérapages et autres, prennent une portée et une importance telle que la coopération est obligatoire. La collaboration, on va dire, est obligatoire et autres. Si on en fait fi, ça vous retombera si on ne tient pas compte de cela, ça vous retournera au visage à un moment ou à un autre. Je sais que c'est compliqué, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les politico-politiciens ont beaucoup de mal, c'est parce que le monde a évolué de telle sorte qu'on ne peut pas mettre les modèles qu'on avait avant, les calquer pour faire de la politique, pour faire de la gestion financière, pour faire de la gestion d'entreprise, pour faire sur les mêmes bases qu'avant. C'est pas possible. Mais justement, vous ne pensez pas que c'est aussi difficile, je ne vais pas dire pas possible, hein, puisque tout est possible, lorsque vous avez affaire à des gens, on va dire, de ma tranche d'âge, hein, donc qui ont déjà fait une bonne moitié de leur existence. Est-ce que vous pensez que c'est pas trop demandé que de changer totalement sa façon de concevoir notre monde pour passer au modèle que vous proposez? Est-ce qu'il ne faudrait pas plus s'adresser, essayer de toucher les plus jeunes qui sont beaucoup plus, qui s'adapteront plus facilement? Il n'y a pas le choix. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est comme ça. Il faut trouver le moyen, chacun... c'est vrai que quand on a un certain historique, c'est quand même plus compliqué que lorsqu'on arrive sur Terre, et des choses comme ça, mais on n'a pas le choix. Surtout, la Guadeloupe n'a plus le choix. Parce que les impératifs et les problématiques liées à la France hexagonale font que la France est dans une situation telle
que ce qui a pu se faire jusque-là, de la manière qu'on sait avec plus ou moins X ou Y, ne peut plus se faire de la même manière dans les territoires. C'est pas possible. Et là encore, pareil, pour ne pas avoir su anticiper et pour rester vous raccrocher au modèle, on crée des crispations, des frustrations et autres, et surtout, l'élément le plus mortel qu'il y a dans les territoires, c'est qu'ils ne sont pas informés des enjeux majeurs qu'il y a dans certains secteurs de la vie sociétale. Mais justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire, parce que nous avons quand même nous avons des médias, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour trouver un moyen d'informer, parce que j'ai écouté aussi je vous ai écouté dans une autre émission et aussi en télévision, vous parlez toujours souvent du fait que les personnes, que les Guadeloupéens ne sont pas suffisamment informés. Mais comment faire pour les informer? Là encore, je vais vous trouver un exemple de choses qui ont évolué, qui n'existaient pas avant, qui existent aujourd'hui. Bon, avec plus ou moins, je sais pas, de perfection, mais il y a ce qu'on appelle la Commission nationale de débat public. Okay? Je dis encore une fois, c'est sans doute pas une structure parfaite, mais ils se sont aperçus de ce que je vous ai dit par rapport au fonctionnement de l'évolution du monde du point de vue écologique et tout ce qu'on sait aujourd'hui, que l'être humain doit être au cœur de ce qui se passe en termes d'information et autres. Et ils ont trouvé une technique, il y a une commission nationale de débat public que vous pouvez taper sur votre navigateur, vous trouverez. Ils ont trouvé le moyen suivant, sur le territoire, de faire en sorte qu'ils choisissent pour un enjeu particulier, par exemple une activité qu'il y aurait à créer sur un territoire, ou que des entrepreneurs veulent monter sur un territoire, veulent créer sur un territoire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent de manière aléatoire, par exemple avec un annuaire téléphonique, les personnes qui habitent, qui sont sur ce territoire-là. Et ensuite, ils forment ces personnes aux éléments clés du secteur d'activité qui va être mis en place par rapport aux entreprises qui viennent de développer l'activité. Et jusqu'à ce qu'ils estiment que les personnes sont formées, ils font l'information qui va bien, etc. Que la personne soit ouvrier, cadre, ou X ou Y ou Z, il est dedans. On apprend à se mettre à son niveau pour lui parler, pour lui dire ce qu'il faut faire. C'est vrai que c'est pas simple, c'est vrai que c'est pas obligatoirement évident, mais on n'a pas le choix, il faut le faire. Mais concrètement, ça se traduirait comment Ça se traduirait comme en France. En France, comment ça se passe? Je vous dis, il y a une structure qui est spécialisée là-dedans. Un territoire, il y a une activité qui est prévue d'être développée sur un territoire. On les appelle, ils mettent en place le dispositif dont je vous parle, et ils finissent par avoir l'avis de toutes les catégories professionnelles, de toutes les catégories professionnelles ou pas du territoire, pour avoir leur avis le plus éclairé possible sur sur la mise en place d'une activité sur leur territoire. Par sondage, par exemple, alors sondage téléphonique, par exemple. Il y a sondage téléphonique, mais il y a surtout formation. C'est-à-dire, ils prennent les personnes, ils les mettent dans un ils ont toute une technique pour ça, un encadrement pour ça, dans une situation où ils sont formés pour pouvoir ensuite donner leur avis au bout d'un certain temps sur ce qui va se faire sur leur territoire. Quel que soit leur niveau social, par ailleurs. Je trouve que, bien évidemment, à adapter, mais la Guadeloupe n'aura pas le choix, à un moment donné, faudra faire ça, parce que sinon on va arriver surtout sur un territoire comme à un niveau tel entre ceux qui sont entre guillemets au bas de l'échelle et puis ceux qui sont dans le haut, tellement grand que ce sera invivable. Et surtout qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi à un jeune ou à quelqu'un qui fait partie du bas de l'échelle, entre guillemets. Si ça existe, pour moi, il n'y a pas de bas d'échelle. Il y a simplement des concours de circonstances d'événements qui font qu'un individu se trouve positionné à un moment donné plutôt en bas, plutôt au milieu qu'en haut. D'ailleurs, il y a même ceux qui sont au début en bas et qui finissent par le haut. Bref, il y a encore une fois un outil indispensable. Moi, je dis que, parce que beaucoup de gens disent, ah ouais, mais un tel pas affectabilité, un tel ceci, un tel cela, etc. Mais si la personne n'est pas informée,
où elle est informée sur les bases de ce qui existait avant. Par exemple, pour les votes, il faut celui-là donne une feuille de tôle, l'autre un morceau de parpaing ou un parpaing, un truc comme ça, et on votait comme ça. Aujourd'hui, ça devient extrêmement compliqué de procéder comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, si le processus dont je vous parle existait plus ou moins sur la ville de Bouillante, vous imaginez bien que lorsqu'on aurait dit aux habitants de Bouillante qu'il y a une société qui va faire 7 millions d'euros de bénéfices sur le territoire et qu'on va leur donner quelques ballons de foot et un t-shirt, je vous fiche mon billet, ça se passerait pas je peux vous assurer que même les petits jeunes qu'on dit sur le bord des 4 chemins, etc., surtout il n'y a pas de prix, même. Il y a entre ces Américains là, direct même. Exactement. Alors moi, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on parle de la SCIC, la société civile... Non, la société coopérative pardon. D'intérêt collectif. D'intérêt collectif, pardon. C'est vrai que chaque fois que je vois marqué SCI, je pense à... oui, civile immobilière. Voilà, exactement. Alors, on va rentrer un peu plus dans ce sujet. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que cette SCIC et quels sont ses objectifs? Les SCI, enfin, IC... Intérêt collectif, c'est autre chose, mais les sociétés coopératives ont toujours existé. Autant que je me souvienne. Ça s'appelait peut-être pas comme ça au 17e ou du système, mais la coopérative ou la coopération, ça a toujours existé. On a rajouté la partie intérêt collectif parce que justement, on s'est aperçu que les enjeux territoriaux, régionaux, communaux et autres peuvent être, le rendu sociétal peut être d'autant plus intéressant et positif que on s'est réunis, on s'est rassemblés. L'union fait la force, si on dit c'est pas pour rien. Okay. Et pour certains sujets ou pour certaines thématiques sur un territoire, on sait très bien qu'il faut que cette notion d'intérêt collectif prédomine, sinon on tombe dans la recherche du profit pour le profit justement, avec toutes les conséquences négatives qu'on sait que ça a donné jusqu'à aujourd'hui. Et l'État a tellement pris conscience de cela, en tout cas les différentes générations de gouvernement de gouvernance qui a eu, qu'ils ont essayé de développer ce type de société sous différentes formes pour différents sujets. Et il se trouve que les énergies renouvelables étant calée, en tout cas la production d'électricité et d'énergie étant ce qu'elle est en France, avec des obligations d'achat, ce serait intéressant de voir dans quelle mesure on peut faire de l'autoconsommation collective et de la production d'électricité collective et ainsi de suite. Et pour le faire, ce type de société, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Vous pouvez avoir, le point fort, c'est de dire une personne, c'est une voix. Okay. Vous savez que dans une société capitalistique traditionnelle, vous avez amené un maximum d'argent, vous avez grosso modo un maximum de droits de vote par rapport au fonctionnement et à la gestion de l'entreprise. Lorsque vous êtes dans une société coopérative d'intérêt collectif, quelle que soit la somme que vous emmenez, un conseil d'administration, votre voix, vous n'avez qu'une voix. Du coup, ça change tout, tout le fonctionnement de la société, quelle qu'elle soit. Mais justement, sur ce principe, comment est-ce que vous pouvez convaincre, par exemple, une personne d'investir, je ne sais pas, une partie de ses économies, par exemple, dans ce type de structure? Non, justement, je connais très bien nos compatriotes. De par ailleurs, et ce que je dis, je l'ai toujours dit, même si on a fait une première tentative avec son persuade, et puis ça fait une certaine tournure, mais c'est toujours vrai, on est toujours dans l'intention de souscription des Guadeloupéens dans ce sens-là. On fait en sorte que ce soit, on ouvre les sociétés en question avec 1 euro. D'accord. Donc, pas question d'investir plus que 1 euro. Non. Si vous pouvez investir plus, que vous êtes un peu plus aguerri et que X ou Y, vous pouvez apporter plus. Mais à la base, pour éviter toutes sortes de recul ou d'excuses pour ne pas y entrer, l'ouverture est à 1 euro. Ensuite, quand vous avez fait les assemblées générales ordinaires, extraordinaires, etc., vous avez appris. Parce que le problème pour nos compatriotes, c'est qu'il faut qu'ils apprennent que le monde fonctionne sur ces bases-là.
des structures qui sont organisées dans lesquelles il y a des assemblées ordinaires, extraordinaires et autres, et pour lesquelles on compte le nombre de voix de chaque personne, et ensuite ceux qui ont le plus de nombre de voix, c'est eux qui remportent la décision d'aller dans une direction ou une autre dans le cadre d'une entreprise. Mais excusez-moi de vous couper, ça veut dire aussi que pour une seule entreprise, il faut quand même un grand nombre de participants si vous voulez avoir un capital conséquent. Non, tel que nous prévoyons faire les choses, ça n'est pas la capitalisation en termes de chiffres qui va compter. C'est le fait que lorsque le Guadeloupéen lambda, quel que soit son niveau social, quel que soit, il est dans 4 chemins, il est agriculteur, il est pêcheur, il est éleveur, etc., il entre dans une structure sur son territoire qui va lui permettre de s'exprimer, qui va lui permettre déjà, d'être informé des enjeux de son territoire. D'avoir son mot à dire sur... Voilà, mais c'est pas une histoire d'argent. D'accord. Puisque l'argent, comme je vous l'expliquerai tout à l'heure, on sait où aller le trouver et on sait comment l'exploiter pour que justement ce dont on parle là actuellement puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. Sinon, on va risquer de tomber dans les travers de ce que malheureusement le capitalisme débridé a apporté dans le mauvais sens. Donc, si je comprends bien, je résume, cette société participative, c'est pour impliquer les citoyens dans leur économie. L'informer et l'impliquer. Lui donner les moyens de s'informer, pas de l'économie seulement, des enjeux qu'il y a comment dirais-je, au niveau de chaque secteur d'activité. Pourquoi la santé c'est comme ça, pourquoi l'écologie c'est comme ça, pourquoi l'énergie c'est comme ça, pourquoi X, pourquoi Y, pourquoi... Parce qu'aujourd'hui, la plupart du temps, ils n'ont pas ces éléments-là, ou ils ont ces éléments-là par l'intermédiaire d'autres qui manipulent, qui trafiquent et qui font en sorte que, pour la plupart. Donc là, il entre dans une structure, on lui apprend pourquoi il faut qu'il y rentre, on lui dit, ah ouais, mais bon, pas de l'âge, ah ouais, mais ça, tu mal, il n'y a qu'un euro, on peut pas dire qu'on pas en euros. Évidemment, ça, et petit à petit, on compte sur cette démarche d'information, et je vous dis, quand sur un territoire comme Bouillante ou comme dans le Nord Grand-Terre, on va dire aux gens, voilà, ou quand qui a rapporté 100 millions d'euros par an, évidemment ça, je vous assure que je suis certain que ça ne se passera pas de la même manière qu'on croit. Oui, mais donc ça veut dire qu'aussi, une fois que... c'est vrai que je voulais qu'on parle aussi des 4 axes de développement que vous envisagez en Guadeloupe. Bien évidemment, la structure, quand elle va fonctionner, elle va faire du profit. Et quel est l'intérêt des personnes dans ce profit? Alors, tout va dépendre... Déjà, l'intérêt, il va être général pour tout le monde. Okay. Puisque... Quand vous dites général, ça va être le même intérêt pour tout le monde? À la base, ça veut dire déjà que je vous explique. Nous avons en tout cas, à minima, 2 types de ressources principales. Qui sont cadrées comme je les ai cadrées, qui sont l'exploitation de la ressource géothermale dans le sous-sol du Sud Basse-Terre, dont, je vous le rappelle, j'en profite pour le rappeler, il y a déjà des étrangers qui font déjà des recherches dans notre sous-sol et qui cherchent à avoir des exclusivités leur permettant d'exploiter notre sous-sol, sans que nous, on puisse rien y faire. Mais comment est-ce que c'est possible? Il faudrait qu'ils aient une autorisation. Comment est-ce que c'est possible? Comment ça a été fait, la vente de géothermie bouillante, Madame Marival? Oui, ça... voilà. C'est pour ça que je dis... Oui, mais l'entreprise, elle existait déjà. L'usine était déjà posée. Non. Il y a eu une histoire qui a été faite, mais lorsqu'il a fallu faire le choix, les lobbies ont fait le travail qui va bien. Et parce que nous, je le répète encore une fois, nous avons fait le travail qui va bien auprès du maire de Bouillante, auprès de la commune de Bouillante. On avait tous les éléments du conseil municipal de Bouillante pour aller à Bruxelles où on a été discuter, échanger pour avoir l'autorisation de racheter Géothermie Bouillante en mode coopératif. Vous trouverez un fonds senti du 2 juillet 2012 qui l'explique. En septembre 2012, il y avait une société d'économie mixte, donc public-privé, donc nous une partie, et puis la ville de Bouillante, donc la population bouillantaise, dans une société en commun. Et bien pendant ce temps-là, là où les élus guadeloupéens n'ont pas répondu dans le temps qu'il fallait, et bien Madame Royale, elle a fait ça avec ses lobbies, ses machins, etc., et ainsi de suite.
Et c'est les Guadeloupéens même, donc les élus guadeloupéens, qui n'ont pas répondu dans les temps, parce qu'ils sont toujours dans leur schéma de fonctionnement de X, de Y, Z que vous connaissez, bon, je ne vais pas rentrer là-dessus, ok. Ils n'ont pas fait gaffe à ça. Et un outil qui existe depuis 62, il est parti au mains des Américains. Mais ça, c'est le passé. Okay. L'État français à 40%, et je suis en train de me battre pour faire en sorte que c'est les 40% qui existent dans la société géothermie brillante aujourd'hui, on puisse le rétrocéder aux Guadeloupéens, puisque nos parents, nos grands-parents ont travaillé dans la partie expérimentale, ils ont travaillé dans la partie mise en place industrielle, etc. Il n'est pas normal qu'au moment où on trouve un acheteur, pourquoi pas, okay, mais les Guadeloupéens auraient dû avoir au moins la moitié de ce qui allait se mettre en place dans leurs mains. Les 50 millions qui ont été donnés, 25 millions devraient être... Mais si vous ne demandez pas, si vous ne connaissez pas, si vous n'êtes pas informé, il n'y a qu'à vendre bitin qui en take ou pas même rendre vous compte. Alors, si je comprends bien, ça veut dire qu'à côté de cette centrale de géothermie, il est possible d'en construire une deuxième. Voilà. Mais dans la même commune. Voilà. En fait, ce qu'on a fait, c'est que scientifiquement parlant, parce que nous on aime bien faire aussi les choses quand on a encore des scientifiques, je vous dis, il y a des scientifiques qui ont fait un travail de recherche dans le sous-sol du Sud-Basse-Terre de manière générale. Pour dire que c'est une fille qui s'appelle Alexandre Favier qui a fait cette thèse, ça a duré 3 ans, etc., de recherche, de tout ce qu'on veut, pour dire au final, c'est dans un France Antilles qui est paru, que le potentiel en géothermie, haute enthalpie, haute chaleur, haute température, etc., du Sud-Basse-Terre est beaucoup plus prometteur qu'on ne le croit. Mais, comme je vous le dis, il y a déjà des consortiums avec des multinationales étrangères qui ont financé déjà cette partie-là, okay, et qui, du fait qu'ils ont financé cette partie-là, ils font croire à tout le monde qu'il y a une société XUT guadeloupéenne. Non, c'est faux, c'est pas des Guadeloupéens, c'est des gens d'ailleurs, okay, qui sont derrière ça, et qui ont déjà commencé à négocier des exclusivités pour forer, pour faire grâce sur le territoire de la Guadeloupe. Et si on ne fait pas gaffe, et si on ne se mobilise pas comme il faut, il va nous arriver la même chose, même pire que c'est arrivé avec Géothermie Brillante. Parce que là, c'est tout le sous-sol du Sud-Basse-Terre. Hein. Mais la question que je me pose, c'est quoi l'échéance pour que ce projet-là, où il en est, votre projet de société coopérative, et quelle est l'échéance pour un aboutissement? Alors, la société coopérative, elle est censée, profiter des retours sur investissement de l'exploitation de la ressource, d'une des ressources dont je viens de vous parler, en l'occurrence la géothermie. Okay. Voilà, donc, si vous voulez, parce que monter une structure pour monter une structure, c'est pas le but. Nous, on sait que on a les plans pour exploiter la ressource géothermie dans le Sud-Basse-Terre, en espérant que tout n'a pas été déjà vendu ou exclusif pour monsieur un tel de l'étranger, parce que c'est ce qui est en cours, si les Guadeloupéens ne font rien. D'une part, ce côté-là dans le Sud-Basse-Terre, et d'autre part, dans le Nord Grande-Terre, une station de transfert d'énergie ou plusieurs. Une station de transfert, vous avez dit? Une station de transfert d'énergie par pompage et d'eau de mer. Je vais encore prendre une anecdote qui va faire sauter quelques-uns. Nous avions proposé une station de transfert d'énergie par pompage en 2006-2007 à la Désirade. Mais quand vous parlez, cette technique-là par pompage, c'est pompage d'eau froide en profondeur? Non. Alors, je vous explique. C'est tout simple. C'est un dérivé de l'hydraulique et des énergies marines. L'hydraulique, ça existe depuis longtemps avec les barrages et autres. Vous avez du solar photovoltaïque, vous avez des pompes. Les pompes font monter l'eau de mer dans un bac de rétention, en général à plus de 50 mètres de dénivelé, okay, avec un bac qui va bien. Et le moment venu, où en permanence, vous avez l'eau qui tombe sur une turbine, l'alternateur, et ainsi de suite. Ah d'accord, en fait, comme une sorte de centrale hydraulique artificielle. Voilà, c'est exactement ça. Et il y a une île, du côté de Madère ou d'Assor, qui s'appelle El Hierro. El Hierro fonctionne quasiment à 100% sur ces bases-là. Ah bon. Et donc vous avez, entre autres, ce projet-là, il est déjà ficelé. J'ai acheté les études qu'EDF avait déjà faites il y a très longtemps pour mettre en place une station de transfert d'énergie par pompage du côté de Petit Canal et du côté de Lens-Maurice. Et
Il y a même, dans le travail que j'ai fait depuis, parce que depuis les apparitions que je fais sur les télé radio, notamment Canal 10, entre-temps, on a fait avancer tout un certain nombre de choses. Aujourd'hui, par exemple, il y a des personnes qui sont déjà en dynamique d'utilisation de l'électricité qui va provenir de cette station de transfert de pompage, par exemple, sur, dans la zone qui se trouve du côté de Campèche, avec des Guadeloupéens qui ont déjà des projets d'agrotransformation, etc., que je dois rencontrer prochainement, mais avec qui j'ai déjà discuté de manière par téléphone, et qui sont prêts à mettre en place en tenant compte de cette réalité-là. D'accord. Et ça sur des terrains agricoles, donc. Terrains agricoles qui ont avec des projets agricoles connus qui doivent se mettre en place et qui vont être alimentés entre autres par cette centrale, par cette STEP. D'autre part, on a prévu que, bien évidemment, comme on n'est pas très loin d'Antigua, qu'on voit comment est-ce qu'on peut faire une liaison. Est-ce que Antigua serait intéressé, parce qu'à terme, il faudra bien interconnecter les îles, parce que, je vous expliquerai pourquoi à un autre moment, mais on peut dimensionner la STEP en question pour faire en sorte que non seulement on puisse alimenter le Nord Grande Terre, voire plus, mais qu'on puisse aller, le cas échéant, avec un partenariat vers Antigua. Mais justement, cette station de pompage, est-ce qu'elle aurait aussi, parce que EDF continuera, je suppose, d'avoir sa centrale et produire une bonne partie de l'énergie électrique. Très bonne question. Très bonne question. Est-ce qu'il y a un partenariat prévu? Comment EDF prend vos projets là? C'est une très bonne question, Madame Marival. Et c'est là qu'on voit où le Conseil régional de Guadeloupe a son rôle. Et qu'il faut qu'ils connaissent les enjeux. Parce que moi, en tant que privé, je peux faire un certain nombre de choses. D'ailleurs, ce que je dis là, c'est ce que je peux faire moi. Mais lorsqu'il s'agit d'enjeux territoriaux, il faut que chacun puisse prendre ses responsabilités, être informé des enjeux et prendre ses responsabilités. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un document cadre qui s'appelle la PPE, tous les territoires de France, pour que la France puisse voir dans quelle mesure elle tient ses engagements par rapport aux accords de Paris. Elle a mis en place en 2015 une loi LTE-PCV, si mes souvenirs sont bons, qui doit faire en sorte que chaque territoire doit définir, en fonction de la consommation que statistiquement parlant EDF a prévu, avec des plans quinquennaux qu'on appelle des programmations pluriannuelles de l'énergie, permettant de prévoir sur période de 5 ans, en fonction de la consommation qui est prévue, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme énergie en face, comme électricité en face, et évidemment faire en sorte que cette électricité en face, elle puisse provenir un maximum des énergies renouvelables non intermittentes. Ou alors si c'est intermittent, ça va être avec du stockage, et le stockage ça coûte bonbon, ça coûte très cher de par ailleurs. Et en plus c'est pas parfait par rapport au réseau. Donc, et ça c'est un enjeu capital, Madame Marival. C'est capital. Et moi, je ne peux pas faire. Moi, je peux monter des centrales, mais je ne peux pas aller au niveau régional discuter des enjeux. Qu'est-ce que la Guadeloupe veut au niveau énergie par rapport à ses plans quinquennaux. Et le problème, c'est que les lobbies ont déjà pris place dans les groupements qui étudient et qui établissent la PPE. C'est ce que j'essaie de leur faire comprendre. Alors, est-ce qu'on est dans une impasse ou est-ce que vous avez des solutions? Moi, j'ai des solutions, mais je ne peux pas faire en sorte que, les réponses aux enjeux globaux de la Guadeloupe soient mises en place. C'est le conseil régional qui peut décider. Je vais vous prendre un exemple bien simple. Tout simple. Madame Marival, une centrale géothermique, sans entrer dans les détails techniques, géothermique de 100 MW, ça peut rapporter aux alentours de 100 millions d'euros par an, pendant 15-20 ans. Bon, vous imaginez, si c'est 110, 120, 130, 150, etc. Je ne vais pas faire les calculs, vous voyez ce que ça peut vouloir dire. Et c'est pas moi qui invente ça. Quand on fait des ratios, je le savais déjà depuis longtemps, mais quand on fait des ratios par rapport à ce qui existe déjà, qui fonctionne déjà avec géothermie bouillante, on n'est pas loin de ça. Okay. Et, comme je l'ai dit aussi, par exemple, pour la période 2023-2028, EDF a déjà fait ses calculs pour dire que pour pouvoir assumer la consommation qu'il va y avoir en 2028, il faut qu'on ait 512 MW supplémentaires installés
pour qu'on soit sûr d'assumer la consommation qu'il va y avoir à cette époque-là. D'autant qu'entre-temps, on va mettre en place la technologie 5G pour les communications, et la technologie 5G, elle est censée être extrêmement énergivore. Moi, ce que je ferais, moi, personnellement, Gérald Bougré, je dis que les 512 mégawatts qu'il y a là, 50%, 75%, c'est la région qui le prend et qui l'exploite. Par le biais de votre centrale, vous voulez dire? Oui, enfin, la région monte une structure spéciale, exploite, elle a la capacité de le faire, les ressources en question. Oui, mais vous ne savez pas si EDF n'a pas déjà prévu Eh bien, c'est là qu'il faut faire. Sauf que la région a l'habilitation énergie. Bon, c'était parti sur le règlement thermique, mais elle peut le faire. Elle peut dire à EDF, voilà, moi c'est ce que je veux sur mon territoire. Bien, donc là on est un petit peu coincé puisque vous avez les solutions et pas de possibilité finalement de les appliquer. Mais non, possibilités. Non, ça je vous ai fait une projection de l'idéal. D'accord. Dans le futur, dans une économie totalement différente où la coopération et le partage règnent, avec Gérald Bougré, Monsieur Bougré, nous étions en train de parler des solutions que vous envisagez pour appliquer ce modèle alléchant que vous proposez. Alors, quelles sont-elles? C'est dans la continuité de ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que la première des choses, c'est que, comme je le dis, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Okay? Même s'il y a les subventions Y, etc., je vous ai dit, aujourd'hui, on a les ressources qui vont bien, au moins deux principales, qui peuvent servir de déclencheurs et de support et de levier, qui sont la production géothermale sur les bases, je veux dire, avec les retours sur investissement dont je viens de vous parler, les chiffres sont là, et stations de transfert d'énergie par pompage, une ou plusieurs, dans le Nord-Grande-Terre, avec des éléments techniques qui existent déjà, qui fonctionnent déjà. C'est pas des trucs dont je rêve, machin, etc. Ce sont des choses pour lesquelles j'ai déjà les études qui vont bien, et les lettres d'intérêt d'EDF qui vont bien, sur les technologies qu'on propose, etc. Okay? Donc, en tant qu'individu, en tant que personne, je n'ai aucun problème pour avancer là-dessus. Okay? Le seul élément que je profite de ce qu'on dit actuellement pour le répéter encore une fois, c'est que moi, par exemple, le Cornu serait venu là, j'aurais dit à Monsieur le Cornu, Monsieur le Cornu, bon, pour la problème sanitaire, bon, on va discuter, mais là, pour les parties socio-économiques de la Guadeloupe, j'ai pas besoin de vous. Ok, la Guadeloupe a sorti une PPE en 2000, programmation pluriannuelle d'énergie, qui dit, voilà ce dont je vais avoir en consommation, voilà ce qu'il va y avoir en production. Cette partie production, on a les projets qu'on a prépositionnés. Vous nous signez le décret, et on s'occupe de tout. Voilà, il y aurait juste un décret à signer, parce qu'il y a un décret qui valide un certain nombre d'éléments depuis 2018. Ils l'ont toujours pas signé, parce qu'enfin, entre-temps, il y a le Covid, etc., et ainsi de suite. Et voilà. Mais en dehors de cet aspect politique, vous avez certainement réfléchi à une autre façon de faire. Oui, alors j'ai actuellement d'autres façons de faire que je continue de voir comment je peux la mettre en place, mais c'est celle qui est la plus logique et normale. Et elle est logique et normale, et elle serait déjà faite si ce que la Guadeloupe devait faire, elle le faisait. Oui, mais c'est vrai. Ça, voilà, c'est un constat. C'est comme ça. Voilà, Ensuite, ce que je voulais vous dire aussi, parce que tout le monde va vous dire, ouais, mais où tu prends l'argent, Je répète que nous, on a les contrats qui vont bien avec EDF pour aller lever les fonds sur les marchés financiers et mettre en place les infrastructures qui vont bien pour produire et vendre. D'autant que, dans les chiffres que je vous ai donnés, ce que les Guadeloupéens ne savent pas, c'est que on va utiliser l'électricité qui provient de la géothermie, l'électricité qui provient de la station de transfert d'énergie par pompage, pour produire de l'hydrogène. Et de l'hydrogène, c'est un élément qui est recherché dans le monde entier aujourd'hui. Que ce soit pour la mobilité électrique, que ce soit pour les voitures électriques, que ce soit pour les transports, le terrestre, l'aérien, etc. Dans le monde entier. Et les conditions d'exploitation et de production de cet hydrogène feraient qu'on serait les premiers à avoir un prix du kilo d'hydrogène le plus compétitif au monde.
Alors, justement, concrètement, je voulais vous poser une petite question technique. Cette production d'hydrogène, ce serait par électrolyse? Tout à fait. Alors, on a à la base par électrolyse, mais j'ai déjà convenu avec un Guadeloupéen qui s'appelle Gagnan Bissessar, qui travaille à la NASA, un ingénieur chimiste, comment on pourrait étudier, déjà pour voir comment on pourrait faire notre propre électrolyseur, ou comment est-ce qu'on pourrait, avec des Australiens avec qui j'ai déjà un rapport, optimiser le fonctionnement de l'électrolyseur. Tous les éléments qui sont dans la chaîne énergétique dont je vous parle, des Guadeloupéens sont en train de voir comment chaque élément de la chaîne, on peut l'optimiser avec nos propres éléments, nos propres intelligences. Mais justement, vous parliez de commercialiser ce d'hydrogène. Est-ce que vous imaginez en fait une structure qui aurait quand même une très grosse capacité? Tout à fait. Non, alors déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des études préliminaires pour tout ce qui concerne la mobilité électrique, parce que la mobilité électrique est inscrite dans la programmation pluriannuelle de l'énergie de Guadeloupe. Donc on commence par soi-même. On a fait les études et il y a déjà des Guadeloupéens qui ont des applications dans le transport à la demande, qui ont des applications dans le domaine touristique et qui sont déjà prêts, avec des applications qui fonctionnent déjà, à acheter notre propre hydrogène. Donc ça veut dire qu'ils ont un parc d'automobiles électriques alors? Tout à fait. Ils ont commencé des pilotes, notamment dans le sud Basse-Terre, et ils sont déjà en train de le mettre en place. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce que vous me permettez de faire là aujourd'hui, énormément de Guadeloupéens ne le savent pas. Et quand je vous ai donné les chiffres de retour sur investissement ou de bénéfices dont je vous ai donné, c'est hors hydrogène. Et donc, à partir du moment où vous savez d'où vient l'argent, comme je l'ai dit, dans mon principe de base, on objective toutes les problématiques au niveau de chaque communauté de l'agglomération, notamment celui dans le plan au niveau des jeunes. Et nous, on a déjà prévu que, comme on sait d'où provient l'argent, une partie de ces bénéfices vont aller dans le fonds d'exploitation, au fonds de roulement des sociétés coopératives, etc., au travers d'un fonds d'investissement qui est en train d'être créé, au travers d'un fonds de soutien de solidarité par ailleurs, avec notre propre argent, sans avoir besoin de la France ni de quiconque. Et d'autre part, l'utilisation des compétences des jeunes. On a prévu un certain nombre de grands travaux pour lesquels des Guadeloupéens travaillent déjà, comme par exemple le fait de refaire les infrastructures portuaires de Port-Louis pour faire des courses à la régate qui partiraient de Port-Louis, passant par le nord pour arriver par le sud. Je travaille avec ça, avec Victor Jean-Noël et Jacques Civilis, qui sont des spécialistes, des Guadeloupéens spécialistes dans l'organisation de ce genre d'événements, parce que la plupart des régates et tout ça qui se font, ça se fait à partir de la France au départ, et tous les flux restent la plupart du temps là où on gagne un petit peu d'argent, mais pas obligatoirement ce qu'il faut. La même chose au niveau de la ville d'Anse-Bertrand. Vous dites que c'est en train de se faire là maintenant? Ces travaux-là sont en train de se faire? Non, pas ces travaux. Il faut les études d'abord. Les études conceptuelles de base, les études préliminaires, on les fait avec les spécialistes qui sont nos propres compatriotes. Pareil, on refait les infrastructures portuaires d'Anse-Bertrand pour faire une course d'Anse-Bertrand vers le Ghana aller-retour. On fait la même chose au niveau du Moule avec l'organisation d'un Vendée. Il y a le Vendée Globe. On fait Guadeloupe Globe. Ça, c'est le premier grand travail de masse qui pourrait permettre à énormément de catégories socio-professionnelles de bosser. Ensuite, deuxième grand, parce que vous savez que pour développer un coin du monde, la plupart du temps, il faut des grands projets d'infrastructure. Compte tenu du contexte européen en termes de transport et en termes de X ou de Y7, je prévois de construire un périphérique autour de la Guadeloupe. Pas question de mettre 3 heures ou 4 heures ou de partir à 3 heures du matin dans ce Bertrand pour arriver à Basse-Terre. C'est-à-dire, expliquez-nous ça, un périphérique autour de la Guadeloupe. Dans l'eau? Oui, bien sûr. Bien sûr, je travaille déjà dessus. Il y a des ingénieurs guadeloupéens qui ont fait mines, qui ont fait centrales, qui ont fait toutes les écoles d'ingénieurs du monde, leur permettant de faire ça. Est-ce que vous savez que pour la géothermie, par exemple, il y a des Guadeloupéens, dont un, qui travaillent chez des constructeurs d'alternateurs et de turbines. Ils n'attendent qu'une seule chose, c'est que le projet qui sont là soit monté pour venir définitivement retourner en Guadeloupe. Voilà. Parce que ça, ce sont des travaux de génie civil de haute volée, c'est sûr. Voilà. Et du coup, comme vous avez, pour faire ça, toute la chaîne socio-professionnelle peut travailler, avec un projet de cette envergure, de ces projets de cette envergure, et ainsi de suite. On a commencé les études préliminaires.
Et je dis aux Guadeloupéens qui seraient dans chaque société coopérative, dans chaque communauté d'agglomération, on définit les travaux qu'il y a à réaliser, les types de corps de métier qui doivent intervenir, et je vous dis, on absorbe toutes les besoins en termes de formation pour les prochaines années à venir, et quitte même à faire venir des Caribéens. Justement, est-ce que ce côté formation, vous le développez en même temps ou est-ce que... Bien sûr, Madame Marival, actuellement, sous le volet géothermie, il y a toute une filière qui se met en place, qui est dirigée, qui est portée par Jean-François Dorville, qui est docteur en mécanique des fluides et qui connaît très très bien l'UAG et les filières de formation, comment les organiser, les structurer. Il y a toutes les associations les associations d'ingénieurs guadeloupéens qui sont en train de réaliser les études de préfaisabilité sur une centaine de projets que j'avais prépositionnés pour pouvoir, des projets satellites ou de projets phares dont je viens de vous parler, et qui sont déjà en dynamique de réalisation. Ils ont signé les contrats de confidentialité pour faire en sorte que on ne ferait que, en fait, élargir la base, mais tout ce dont je vais parler, tout ce que je vais vous dire, est déjà en dynamique. C'est pas à venir peut-être, déjà en dynamique. Mais je vous repose toujours la même question. Quel délai? C'est en dynamique, d'accord, mais moi, vous méritez des étoiles dans les yeux, je vais vous répondre. De voir de grandes entreprises en Guadeloupe, mais est-ce que je peux dire que de mon vivant, je verrai ça? Mais si, vous le verrez de votre vivant. Pour monter une centrale géothermique, il faut 18 mois. Actuellement, je vous dis, si le Cornu est arrivé, je vous dis, monsieur Cornu, comme vous venez de le faire pour la Guyane, vous avez sorti un décret simplifié pour mettre en place des trucs à la Guyane, ce qu'on est déjà en train de faire en Guyane, on est en train de mettre en place une centrale photovoltaïque sur le terrain de Montsinéry. On fait la même chose en Guadeloupe. Et moi, pendant que le Cornu serait là, j'aurais dit, quand est-ce que vous sortez notre décret? Dès que le décret est sorti, validant les chiffres de la PPE de Guadeloupe, dans 18 mois, vous avez une société d'exploitation de la géothermie haute enthalpie avec production d'hydrogène dans le sud Basse-Terre. Et donc, ça veut dire que vous avez déjà les autorisations municipales, le terrain, et justement, comment la société actuelle prend cette nouvelle, je vous explique, la société qui est déjà en place? Madame Marival, actuellement, il y a une société dont je suis en train de finir de rédiger les statuts avec les établissements publics de France, dans laquelle s'appelle CACEWIS, Carukira, Caribbean, World Energy Économie Sociale et Solidaire. La ville de Bouillante est présente, la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbe est présente. C'est quelque chose qui aurait dû se mettre en place en 2018. Malheureusement, le Covid est arrivé. Moi, je ne peux pas faire autre chose que le Covid. Là, si le décret, je vous dis, si j'avais été présent avec le Cornu par ailleurs, j'aurais dit ça. Ils auraient sorti, comme pour la Guyane, notre décret. Le temps des autorisations, 3 à 6 mois. Je vous dis, derrière, en 18 mois, aujourd'hui, les unités industrielles, c'est des logos, c'est des Legos que vous mettez ensemble, hein. C'est tout. Les Guadeloupéens qui doivent y travailler ont déjà été sélectionnés. Les levées de fonds qui doivent se faire, on sait comment les faire. On a déjà les autorisations en termes d'aide d'intérêt d'EDF là-dessus, et ainsi de suite. D'accord. Et donc, vous avez aussi, parce que, bien évidemment, cette électricité que vous allez produire, elle va utiliser les réseaux d'EDF pour être véhiculée. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. C'est ces accords-là aussi sont en passe d'être passés. Parce que non, ça c'est EDF. Vous allez vendre à EDF. Oui, j'ai déjà fait tout le travail depuis 2012. J'ai fait tout le travail de validation technico-financière EDF. Pendant les 5 dernières années, j'ai fait des réunions à région de 7 à 10 réunions par an avec les spécialistes d'EDF, les polytechniciens et autres, qui analysent tous les éléments que vous allez introduire sur le réseau, parce que ils sont responsables de la sécurité d'approvisionnement et de tout le reste sur le réseau électrique dans les zones non interconnectées et autres. Et EDF nous a sorti une lettre d'intérêt pour nos technologies en sortie de ça. Ensuite, on leur a fourni les business plans des centrales. EDF vous fait signer ses propres business plans, etc. Tout ça a été fait. La PPE de Guadeloupe a intégré cette dimension-là. Comme je vous le dis, on n'attend qu'un document officiel, enfin, qu'ils ont l'habitude de sortir. C'est le décret qui aurait dû sortir en 2019 de par ailleurs. Et puis, vous savez qu'il y a eu le Covid. Donc, dès que ça s'est sorti, on a quelques autorisations au monde pour faire les forages d'exploration. 18 mois après, vous avez une centrale qui est montée. Très bien. Donc concrètement, en fait, à l'heure actuelle, vous pouvez déjà presque établir des listes de, d'emplois, puisque ça va. Madame est-ce que les jeunes peuvent avoir connaissance de cette demande, cette offre, qui sera en place? Bien évidemment.
Mais pour le moment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par le haut de l'échelle. Je vous dis et je vous répète, les élèves, les associations des élèves ingénieurs de Guadeloupe sont déjà en dynamique sur les projets dont je viens de vous parler principaux, ceux qui font faire effet levier, et sur une centaine de projets satellites. Ils sont déjà en train de réaliser les études de préfaisabilité qui vont être financées par un fonds d'investissement que je suis en train de créer moi-même. Parce que j'attends pas après les autres, je sais comment ça va se passer, etc. Et je vous l'ai dit, l'argent, on sait d'où il vient, on sait comment on va créer les fonds d'investissement, le fonds de soutien de solidarité pour faire en sorte que on puisse en même temps sortir un paquet de personnes d'en dessous du seuil de pauvreté. J'en profite pour le dire. En plus de tout ce que je viens de vous dire, j'ai vu ça avec monsieur Jean-Marie Gobardan de Caraïbes Melveni, on est en train de travailler là-dessus, mettre en place un logiciel qui va faire en sorte que, provenant de ces fonds dont je vous parle, une partie va être dédiée au fait que dans chaque commune, les plus démunis vont avoir une carte prépayée qui va leur permettre de sortir d'en dessous du seuil de pauvreté. Parce que vous savez qu'aussi, on a cette particularité d'avoir 40% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, ces personnes-là vont avoir cette carte. Par exemple, vous habitez Port-Louis, vous avez cette carte, vous avez besoin d'acheter 1 kilo de viande, 1 kilo de poisson ou 1 kilo de patates. Vous prenez votre carte, vous allez voir le groupement des éleveurs, des pêcheurs, des agriculteurs de la zone, et ben, vous achetez votre kilo de patates, votre kilo de viande, votre kilo de pêche, dans les mains de l'agriculteur, du pêcheur, de l'éleveur, du territoire, de la zone. Vous ne pouvez pas aller prendre ça pour aller chez Ayotte. Je ne vais pas faire de commentaires. Oui, excusez-moi, c'est une façon de parler. Bon, ça m'arrive. D'ailleurs, j'aime pas trop prononcer les noms des gens. Donc, voilà. Donc en fait, c'est pour développer, développer une sorte de réseau économique qui va s'auto-alimenter. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'aller échanger de X, de Y, de Z. Il y a des choses toutes simples qu'on peut mettre en place tout de suite. On a un marché, l'énergie, un segment marché qui est la vente d'électricité EDF, qui est un client solvable. On exploite ça tout de suite. Et en même temps, on fait le travail politico, je sais pas trop quoi, en toile de fond, je sais pas trop quoi, etc., pour faire en sorte que. Ensuite, je pense avoir vous avoir dit pas mal de choses. Il y a 2 éléments complémentaires que je voudrais que nos compatriotes entendent et réagissent. Pas que, bon, c'est une belle émission, mais qui réagissent. Supposons que, parce que là aussi pareil, c'est une idée qu'on n'a pas, qu'on ne sait pas, etc., que le président de la République française, dans l'histoire de la vaccination, eût dit, ben écoutez, comme vous ne voulez pas vous vacciner en majorité, ben je vais vous faire sauter la péréquation tarifaire. C'est un projet, ça? Non, c'est une idée que vous avez non, mais je dis qu'il aurait pu dire ça. Ah ben heureusement, pour le moment, on n'a pas entendu parler de ça. Hein. Eh bien, justement, Madame Marival, est-ce que vous savez ce que c'est que la péréquation tarifaire d'électricité? J'ai écouté une émission dans laquelle vous êtes passé, donc je pense avoir compris ce que c'est. Si vous me direz si je me trompe. Mais il faut demander aux élus ce que j'ai fait à l'époque avec Mme Bénin, il faut constitutionnaliser la péréquation tarifaire. Il ne faut pas qu'on y touche. Tant qu'on n'est pas sorti, on n'a pas 100% de l'énergie renouvelable qui produit notre électricité pour nous vivre tous les jours. Bon, oui. Disons qu'on n'est pas en passe de faire sauter la péréquation tarifaire. Alors je vous dis, Madame Marival, il y a le président de la République française, quand il est arrivé, il a fait une revue des dépenses. Dans un rapport étude numéroté 2017 M015, ils disent que les ingénieurs de l'inspection des finances, ils disent que la péréquation tarifaire génère des surcoûts et déficitaires. Ces surcoûts vont gréver les budgets de l'État. C'est écrit dans un rapport. Madame Marival, vous savez bien que lorsque les politiciens ils tombent sur des trucs qui coûtent trop cher, que machin, que tout ça, en plus, c'est lié plutôt à l'utilisation des zones non interconnectées, parce que la France à la nucléaire n'a pas ce problème-là. Parce que la péréquation tarifaire d'électricité a été mise en place pour permettre de faire en sorte que tout le monde paye à peu près le même prix de l'électricité partout en France, quel que soit l'endroit où il est situé, en montagne, etc., ou dans des lieux éloignés des zones d'habitation. Parce que le prix de revient du mégawattheure produit par le nucléaire majoritairement en France à 70% dans le mix énergétique, il est de 55 €. Nous, dans les zones non interconnectées, le prix de revient du mégawattheure, il est de plus de 250 €. Et
c'est parce que tout le monde paye, justement, contribue à cette péréquation tarifaire, qu'on arrive à avoir, nous, dans les zones non interconnectées, le même prix du kilowattheure en France. Bah, je ne parle pas des taxes que les collectivités mettent en dessus, hein, je vous parle du prix du kilowattheure de par ailleurs. Madame Marival, il faut pas que... J'ai déjà dit ça à Mme Bénin, je l'aurais déjà dit, il faut demander à ce que cette péréquation soit conçue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y toucher tant que... Parce que si à l'occasion d'un changement de gouvernement, changement d'XYZ, il y en a un qui pense à ça, qui disent, bon, ouais, les zones non interconnectées, les Guadeloupéens, les Martiniquais, là, ils nous embêtent, ils nous machin, etc. On va leur montrer de quoi il en retourne. Ils font sauter ça. Ça veut dire que nos factures d'électricité seraient multipliées par 5. Oui, non, mais effectivement, ça se comprend, mais j'espère que cet après-midi, nous voulons rester absolument optimistes et nous accrocher quand je dis vos projets. Oui, mais Madame Marival, oui, mais Madame Marival, si entre-temps, il fait parce que comment dirais-je, la CSPE, ça contribue aussi à faire en sorte que toute la mécanique tienne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut être... etc. Et il faut bien que les personnes... Moi, j'informe. Bien évidemment, j'en parle parce que je sais qu'il y a des solutions. Je n'en parle pas pour dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait Il y a des solutions pour empêcher ça. On constitutionnalise. Et c'est pas que nous. Guadeloupe, Martinique, Guyane, ils sont à la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Justement, est-ce que c'est vrai que vous apparaissez assez souvent dans certaines émissions? Moi, je me demande s'il n'y a pas moyen d'optimiser en fait la communication pour que la population connaisse vos projets et se rende compte que c'est quelque chose de faisable, que nous avons la possibilité d'accéder à cette de monter de 3 crans en termes de technologie et devenir finalement une île entre guillemets une île riche. C'est bien évidemment, c'est ça. Autre élément important aussi, que pendant qu'on y est, qu'il faut qu'on fasse évoluer aussi, ce sont les enquêtes publiques. Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau information. Aujourd'hui, sur un territoire, nos compatriotes ne savent pas que, comment dirais-je, on les sollicite au travers d'une enquête publique qui est dans une mairie, mais qui est capable d'analyser le contenu de l'enquête publique? Eh ben, il y a des sociétés privées pour ça. Hein. Oui, il y a des sociétés privées pour ça, mais combien parmi les habitants de la commune sont ensuite informés? Ah ben, à mon avis, pas grand-chose. Ah ben oui, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe? Je vous prends l'exemple de Marie-Galante, un exemple concret. Il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé les projets pour mettre en place sur la photovoltaïque à Marie-Galante. Notamment en disant, oui, voilà, quelles vont être les retombées sociales, les retombées fiscales, les emplois, les trucs. Sauf que je leur dis, mais où est le business plan de ce qui va être monté? Et les personnes en question m'ont dit, mais M. Bougré, c'est quoi le business plan, c'est quoi machin? Je dis, savoir combien de chiffre d'affaires la société va faire sur votre territoire et combien de bénéfices elle va faire. Et que vous allez voir que les retombées fiscales ou les retombées en termes d'emploi, c'est peanuts par rapport aux millions d'euros qu'ils vont faire en chiffre d'affaires, millions d'euros qu'ils vont faire en bénéfice. Ça oui, aussi, vous vous doutez bien que monsieur tout le monde ne se pose pas ce genre de questions. Eh bien justement, Madame Marival, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut profiter de ces échanges qu'on a pour faire en sorte que, si on peut faire bouger les lignes pour dire que on est là pour ça. Ce qu'on croit X ou Y de par le passé, machin, etc. Aujourd'hui, il y a des opportunités. Si on a les outils qui ne dépendent de personne d'autre que nous, si on ne les saisit pas, d'autres vont venir le faire et après, on va avoir qu'une seule solution, c'est ce que vous savez. C'est pour ça que j'en profite pour le répéter, pour faire en espérant que ceux qui sont là où il faut entendent et en tiennent compte. Moi, je ne demande pas à être dans le secret des dieux avec eux, dans leurs trucs, etc. Je dis simplement, voilà, ça existe, c'est comme ça. Après, il ne faudra pas s'étonner que, comment dirais-je, qu'un tel vient et qu'on a des jeunes qui sont malheureusement dans des situations extrêmes sur les bases que vous connaissez. Donc, comme je vous dis, là, on dit ce qui existe, on dit
quels problèmes existent, mais on apporte aussi, on dit quelles sont les solutions, et c'est nous-mêmes qui pouvons les mettre en œuvre sans avoir besoin de X ou Y personnes venant de l'extérieur pour faire cela. Alors, à 10 minutes de la fin de notre émission, je n'ai pas vu passer, il est presque 2 heures Moi non plus. qui viennent de s'écouler, tellement ce que vous nous avez raconté nous permet de nous détourner un petit peu de l'atmosphère actuelle. Donc, en résumé, si je peux faire une courte synthèse de ce qui a été dit, il est possible en Guadeloupe de mettre en place des usines de production d'énergie qui nous permettraient d'avoir des capitaux qui pourraient être partagés à la population, qui permettraient aussi à des personnes démunies d'avoir un revenu minimal. Et vous avez même parlé, j'ai entendu aussi parler de la mise en place d'une banque guadeloupéenne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Tout à fait. C'est dans le même ordre d'idée que le fonds d'investissement. Sauf qu'en France, pour monter une banque, c'est extrêmement compliqué, pour ne pas dire impossible. Alors qu'un fonds d'investissement, on est en train de le créer, on peut se monter. D'accord. Ou donc des personnes pourraient proposer des projets et on pourrait les aider. Bien, chose que je connais bien, les jeunes en question qui sont sous la dynamique que je dis, ils vont faire une étude de préfaisabilité, ensuite une étude de faisabilité, ensuite voir une étude de marché complétée qui va bien, et à un moment donné, on décide, on crée ou pas une start-up. Et comme vous le savez, à un moment donné, quand vous démarrez la start-up, vous avez besoin de ce qu'on appelle le capital d'amorçage. Et en règle générale, les structures qui vont bien vous donnent le petit argent qui va bien, mais ne vous suivent pas, ne vous encadrent pas, ne vous portent pas. Ce qui fait qu'au bout de 6 mois, vous vous trouvez en difficulté. Et puis, des fois, même malheureusement, dans des conditions extrêmement compliquées. Alors que là, lorsqu'on propose, là on a un encadrement fait avec des ingénieurs qui nous accompagnent depuis très longtemps, qui vont encadrer tous ces jeunes dans des associations des jeunes ingénieurs de Guadeloupe pour matérialiser l'étude de préfaisabilité, de faisabilité, et aller dans la dynamique qui va bien. Et dès le départ, ceux qui vont devenir des adultes de domaine de la vie active, ils savent ce que c'est qu'une société, ils savent comment la monter, parce que il y a des gens qui vous disent oui, il faut monter, t'as qu'à monter ta boîte, t'as qu'à monter ta boîte. Non. Une entreprise, c'est un moyen, ça n'est pas une fin. Elle vous permet d'exploiter un marché résultant d'une idée ou d'un équipement, de matériel, d'une innovation que vous portez, adressé à un marché qui doit être solvable, parce que si elle n'est pas solvable, vous n'allez pas pouvoir vendre, ou quand vous allez vendre, vous allez avoir des problèmes financiers derrière. Il faut rétablir aussi ce genre de vérité, parce que les gens ils disent ouais, je veux monter ma boîte, Ouais, la montée, c'est pas un problème dans l'absolu. Mais il faut que ça corresponde. La pérenniser, c'est autre chose. Il faut que ça réponde à un besoin un ou plusieurs besoins par rapport à un marché, et surtout que la demande soit solvable. Et lorsque vous avez un paquet de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, difficulté pour pouvoir se faire payer, difficulté pour aussi ce qui fait que la Guadeloupe a, la plupart, 65-70% des entreprises guadeloupéennes ne payent pas leur précompte salarial. Donc ils sont virtuellement en abus de bien social. Si l'URSSAF fait le travail qu'il fait comme ils font l'habitude à un certain moment, il y a 80% des entreprises guadeloupéennes qui seraient liquidées. Dis donc. Mais justement, vous me tendez une perche parce qu'effectivement il nous reste pas beaucoup de temps et en plus nous avons trouvé le fameux morceau de votre frère que nous tenons à vous passer à la fin de l'émission, donc il nous faudra 3 ou 4 minutes pour ça. Mais vous me donnez une perche pour parler de l'invité que nous allons recevoir dans 15 jours dans l'émission L'Ouverture, qui a partagé avec vous une visioconférence dimanche à propos justement des perspectives d'avenir parmi celles dont vous avez parlé. Et justement, donc, ça sera Manyembe qui va prendre la suite dans 15 jours. Et justement, comme vous terminiez sur la problématique de l'entreprise qui est un moyen et non pas une fin, nous allons rentrer avec lui dans ce domaine-là et il va nous éclairer, il va éclairer les jeunes surtout sur les possibilités
possibilités et comment réfléchir justement à toutes les pistes pour monter des entreprises fructueuses, on va dire. Pas de problème. Voilà. Alors, un dernier mot tout de même, Monsieur Bougré, sur un jeu vidéo. J'ai entendu dire que vous aviez aussi une idée dans ce domaine-là pour la création d'un jeu vidéo qui en relation avec notre histoire. Est-ce que vous pouvez nous en parler en 30 secondes? Oui, eh ben c'est parallèlement à l'installation des centrales de production dont je vais vous parler, on a prévu à côté de ces salles de ces centres de production de mettre en place des data centers, et plus exactement ce qu'on appelle des UHT DCIA, qui sont des ultra high-tech data centers. Et autour de cette zone-là et ces zones-là, on a toute une série de développement informatique de très haut niveau qui vont être faits. Les serveurs de ces data centers vont être des serveurs quantiques. Et j'ai inventé, effectivement, j'avais été nominé à Belle de Mai à Marseille il y a très longtemps de ça, un jeu vidéo ludo-éducatif et pédagogique, parce que à côté de Age of Mythology, Age of je sais plus trop quoi, etc., mythologie grecque, scandinave et autres, je me suis dit il y a quelques années, si un petit Guadeloupéen il a fini de jouer à Age of Mythology et je sais pas trop quoi et autres, qu'est-ce qu'il va trouver pour lui concernant sa propre histoire? Et j'ai inventé un jeu vidéo qui a été nominé à Belle de Mai, comme je l'ai dit, qui consiste à retracer l'histoire de l'occupation des îles à partir des bords de l'Orénoque, avec un personnage qui s'appelle Inak, et qui remonte donc, parle de bords de l'Orénoque, remonte toutes les îles pour, et matérialise toute l'histoire qu'on connaît, qu'on connaît nous adultes, mais que malheureusement les petits en préparatoire et autres ne connaissent pas. Et ce jeu, j'ai conçu le scénario, etc., et il va être développé justement par les jeunes spécialisés de Guadeloupéens et voire Caribéens dans la suite des événements dont on a parlé. Très bien. Eh bien, Monsieur Bougré, je vais vous remercier pour ces 2 heures passionnantes et sur le fait que vous nous avez ouvert l'esprit. J'espère que nos auditeurs vont réfléchir à d'autres choses, à des perspectives, que certains parents pourront parler de domaines intéressants à leurs enfants, que nos jeunes vont s'intéresser d'un peu plus près au métier de l'énergie et d'autres domaines aussi. En tout cas, merci beaucoup pour ce temps de parole. J'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver sur l'antenne de Méga FM. Et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée à nos auditeurs. À une prochaine. Et Monsieur Bougré, encore merci. Pas de problème. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci.